Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans le Facebook Live de la Tribune. C'est une belle habitude qu'on a prise depuis le début des vacances en attendant la vraie Tribune qui démarra, je vous le rappelle, le lundi 5 septembre. Je vais couper le son de ma tablette parce que sinon on s'entend en écho, c'est pas pratique, on est en direct. Et on est avec Philippe Albert. Salut Philippe. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Petit couac technique pour commencer, mais c'est la tradition. Si vous allez bien? Oui, très bien, merci. Ben voilà, un week-end de chaleur, ça vous a rappelé des bons souvenirs. Et ce match Belgique-Pays-Bas à Orlando en 1994, Coupe du Monde, victoire 1-0, but de Philippe Albert. Il faisait, vous m'aviez dit ça hier? 50 degrés. 50 degrés. À midi, heure locale. Et vous avez joué à quelle heure? À midi. À midi. Et ben voilà. Et donc certains trouvaient qu'il faisait chaud hier alors qu'il faisait que 35 degrés, Philippe. Mais voilà, bon, trêve de plaisanterie, c'est quand même une donnée qui a été importante dans le week-end. On a vu des matchs qui se traînaient parfois un petit peu. Oui, effectivement. Et je trouve, voilà, hier du côté de Saint-Tron, tous les quarts d'heure, une pause boisson, c'était nécessaire parce que c'est vrai qu'il faisait franchement très chaud. Il faisait très chaud. Alors, merci d'être déjà là. Hein, il faut que je réussisse, voilà, à prendre vos questions, parce que c'est pour ça aussi qu'on est là, hein, pour répondre à vos interrogations, pour que vous puissiez participer à tous nos débats du jour. Ça va durer une grosse demi-heure en tout cas. Serge nous dit bonjour et nous on dit bonjour à Serge. Ça se passe comme ça dans le Facebook Live de la Tribune. Il y aura un top, un flop de Philippe. On va vous débriefer le week-end belge, mais pas que, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Voilà, Jordan qui dit qu'il trouve ça honteux d'avoir joué sous des énormes chaleurs. On aurait pu mettre la santé des joueurs en danger et on aurait pu mettre tous les matchs le soir. Mais bon, les droits télé est égal à l'argent, bah voilà. Mais il a pas tort, Jordan. On va pas être naïf. Il a raison, mais vous faites bien de souligner que au niveau des droits télé, il y a des horaires qui doivent être respectés et ce fut le cas. Ouais, bon, parfois, effectivement, on pourrait se dire que la télé peut aussi s'adapter à la santé des joueurs, mais il y avait aussi question d'organisation, de sécurité, de présence policière. Tout ça rentre en ligne de compte dans la réflexion tout à fait. Qui a été menée. Bon, alors, une analyse des choix. Bah, je démarre tout de suite avec une question de Sébastien. C'est sur Charleroi. Des choix tactiques de style et des positions des joueurs depuis le début de sa désignation. Bien utilisé ou pas, nous demande Sébastien. Philippe, vous avez suivi Charleroi de près depuis le début de la saison. Oui, j'ai suivi Charleroi de près. Voilà, la semaine dernière, j'ai trouvé que le choix de faire jouer Morioka en 6 n'était pas nécessairement une réussite, avec une défaite à la clé. Ici, ben voilà, le match n'était pas extraordinaire. Ouais. Mais le résultat est positif et finalement c'est ce que les gens retiennent, donc c'est le plus important. On parle d'individualité. J'ai bien aimé Ben Boily. Oui, parce que c'est une question, on demande, voilà. N'est-il pas un peu juste? Écoutez, au départ probablement, parce que quand il est arrivé il n'était pas en condition maximale, mais à Serein je l'ai trouvé relativement bon dans les actions, oui. Dans ses déviations, dans ses appels de balles, au niveau du jeu de tête aussi. Donc, ce sera peut-être une belle réussite. Ouais, je note toutes vos questions. Hein. Je suis hyper vigilant pour que Philippe puisse y répondre dans un instant. On va sur Charleroi. Bon, 6 sur 12, on est là à 50% du bulletin. C'est un début de saison moyen, assez moyen. Il manque 3 points en fait. Mm-hmm. La défaite contre Ostende a fait beaucoup de mal. Sans quoi ce serait un début de saison réussi sans véritable attaquant au départ, puisque Ben Boily est arrivé, ouais. Je viens de le dire, hors condition. Donc, mais voilà, ils sont proches de leur objectif, c'est-à-dire le top 8 en fait. Oui, ils y sont pour l'instant, mais bon, c'est très très serré dans le milieu du classement. Beaucoup d'inquiétudes, Serge Pascal, je vous ai lu, je vous ai vu, je vous ai noté beaucoup d'inquiétudes autour du Standard. On en vient maintenant au Standard qui a perdu 4-2 chez le promu de Westerlo. Attention, les promus sont toujours à la fête en début de saison ces dernières années. C'est le cas de Westerlo aussi qui est plutôt pas mal. Donc, faut pas sous-estimer Westerlo, mais quand même, ça fait mal. Petite claque reçue par le Standard et 4 sur 12 pour le bilan provisoire. Tout à fait. Westerlo ne nous fera pas une Union Saint-Gilloise, mais ça reste une équipe avec des joueurs de qualité. Le Standard, le problème, c'est 2 visages. À domicile, c'est costaud parce qu'il y a le public qui reste positif. Mais en déplacement, c'est la catastrophe. C'est 7 buts encaissés en 2 matchs. 3 à Genk, 4 du côté de Westerlo. Donc
Là, on peut se poser certaines questions, surtout au niveau défensif, parce que l'excuse de l'expérience n'est plus valable. Non, pas derrière. Non. Voilà. De Waal, Dussen, Leifis, ça reste pour moi des défenseurs de qualité. Bodard reste un bon gardien, mais si le Standard ne se renforce pas, bah, ils vont devoir jouer entre la 8e et la 15e place. Si le Standard, je note, hein, ce sera un titre sur le site cette semaine, vous avez fait le buzz, hein, là, ça ne passait comme d'habitude, Philippe. Ouais. Si le Standard ne se renforce pas, bah, ce sera entre la 8e et la 15e place. Entre 8 et 15. Parce que quand vous nous demandez le Standard dans le top 8, c'est une des questions, vous dites non s'il ne se renforce pas. Et autre inquiétude, comme ça je mixe vos questions, 777 Partners n'a pas l'air de vouloir débloquer beaucoup d'argent. Non. Apparemment, il n'y a qu'une enveloppe de 5 millions. Et avec 5 millions, vous ne savez rien faire. Avec 5 millions, vous ne savez rien faire. Autre dans le football actuel. Hein. Bah oui, mais c'est vrai, mais non, mais il faut être cash, on est là pour ça, et il faut être slash aussi. Vous êtes beaucoup à réagir aux claquettes de Philippe. C'est le mode Facebook Live. On est en mode, c'est le 15 août, hein, c'est férié. On vous a sorti de votre journée de congé, Philippe. Mais vous êtes là pour parler, c'est ça le plus important. Parler de foot, c'est génial. Donc, ouais. Bon, et pour terminer, ou continuer sur le Standard, l'attitude d'Amala et de Donum justement laisse certains perplexes là sur la page Facebook RTBF Sport. Et je comprends ces personnes. Donum, ça reste une énigme. C'est un gars qui a des qualités techniques absolument incroyables, mais au niveau de sa mentalité, c'est l'irrégularité extrême. Pour parler d'Amala, c'est plus de la frustration. Ouais, sur le 4e but, on dit attitude déplorable. Ouais, effectivement. Mais je pense qu'il s'est pris la tête avec l'arbitre à l'une ou l'autre reprise, et son exclusion, en fait, c'est l'exemple même de la frustration du gars qui veut absolument bien faire, mais qui n'est pas dans un bon jour et qui finalement pète les plombs, quoi. On avait cette discussion avec Alex Teclac qu'on embrasse évidemment hier. Il se disait en commentant le match samedi. On voit que Raskin et Amala ont des propositions et que cette période elle est longue. Trop longue en fait cette période où notre championnat démarre et le mercato se clôture. Il y a 6-7 semaines, il y a 7 journées de championnat, c'est énorme. C'est énorme, et puis s'ils ont des envies d'ailleurs, je peux les comprendre. C'est pas évident d'être concentré à 100%, même si on essaye de l'être. Mais c'est pas nécessaire. Enfin, à Westerlo, c'est vrai que c'était visible à ce niveau-là. Mais au cours des 3 premiers matchs, j'ai trouvé Raskin et Amala très concentrés sur leur sujet. Par contre, à Westerlo, c'était un peu plus difficile. Voilà, on nous dit Thierry, avec une petite enveloppe, on peut quand même prendre des joueurs en prêt, nous dit Thierry au Standard. Ouais, il faut essayer de bricoler un peu comme le fait parfois Anderlecht, d'ailleurs, et plutôt bien avec Silva. Ouais, comme l'a fait Anderlecht au cours des dernières années, et Vincent s'en est plutôt bien sorti à ce niveau-là. Le problème, c'est que il faut trouver des joueurs qui ont envie de venir dans un club qui a des ambitions, qui financièrement montre l'exemple. C'est pas nécessairement le cas du Standard à l'heure actuelle. Voilà, grosse perte pour le Standard, ce deal-ci. Raskin s'en va et Vormer arrivé, parce qu'on parle d'échange. Ce serait non, franchement, ce serait pas un bon coup pour le Standard. Respect pour Vormer qui a fait à Bruges un travail exceptionnel. Il est sur la pente descendante, 34 ans. Écarté ce week-end. Raskin est tout jeune, il a tout l'avenir devant lui. Ce serait pas une bonne chose. Bon voilà, n'hésitez pas à nous poser encore des questions. On va passer à Anderlecht. Beaucoup de questions sur Anderlecht. Différence, nous demande Greg, entre Vincent Kompany et Felice Mazzola. Différence principale pour vous, Philippe? La différence principale, je pense qu'il y a une image de Felice hier après un but d'Anderlecht qui saute sur le dos d'Esposito. Oui. Qui était l'attaquant avec le moins de temps de jeu hier. Qui avait été écarté. Vous en avez parlé dans le direct hier. C'est toute la différence. Voilà, je pense que au niveau de l'approche humaine, je pense que Felice a un avantage. Ouais. Ça peut marcher avec certains joueurs, pas avec d'autres. Donc moi je suis persuadé, je l'ai dit hier dans le direct, je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui se passe à Anderlecht à ce niveau-là.
Ouais, depuis l'arrivée de Felice. On est déjà au premier tournant, il y en aura d'autres, des tournants, c'est un circuit, un championnat, mais le premier tournant, ce sont les deux semaines qui arrivent, les 2 matchs contre Berne et puis l'Union. Bien sûr. On va voir où se situera Anderlecht au terme de ces 3 matchs-là. Un programme très chargé, mais je suis positif parce que 9 sur 12. C'est vrai qu'il y a eu le couac au cercle de Bruges, mais hier à Saint-Tron, c'était flagrant au niveau du collectif. J'ai trouvé les joueurs très impliqués et à ce niveau-là, c'est la griffe de Mazzo. Jeff nous dit, j'ai quand même un peu peur pour l'animation des flancs en Anderlecht. Défensivement, ça me fait un peu peur. Vous êtes d'accord avec ça? Offensivement, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Je l'ai dit hier dans le direct à Saint-Tron. Quand Anderlecht sera sous pression défensivement, avec Murillo et Amouzou, qui n'a pas les réflexes d'un défenseur, là, il faudra être vigilant, mais au niveau offensif, au niveau du jeu, ce qu'ils ont montré hier, c'était du haut niveau. On nous dit, vous ne dites pas un mot sur l'attaque des bus des supporters de Charleroi par les supporters du Standard au long de l'autoroute. Il ne mérite pas qu'on en parle, en fait. Ouais, moi je suis passé à côté parce que je commentais sur un Charleroi. Ça fait froid dans le dos de voir des supporters qui doivent sortir du bus le long de l'autoroute. Alors, ce ne sont pas tous les supporters du Standard, on le dit à chaque fois. Moi, je ne généralise jamais. Mais ceux qui ont fait ça, ils sont 1, 2, 3, 4 ou 10. Ceux qui ont fait ça, mais qu'ont-ils dans la tête? En fait, je ne comprends pas. De risquer la vie, de risquer la vie de personnes pour une rivalité entre clubs. Ils n'ont pas grand-chose dans la tête et ils ne méritent pas qu'on en parle. Voilà, le penalty oublié d'Anderlecht et de Charleroi. Oh, oui, on n'a pas forcément toutes les images, on est en Facebook Live. Alors, l'avantage de ce week-end, je trouvais, c'est que quand il y a eu des discussions arbitrage, l'équipe qui en a été victime, entre guillemets, a quand même gagné le match. Tout à fait. Donc, finalement, ça ne change pas grand-chose. Ça passe au deuxième plan, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'on pourrait en reparler, le penalty sur Silva, par exemple. Silva, on va en reparler, mais... C'était flagrant, c'était flagrant, avec le ralenti de la caméra derrière le but. Je comprends pas que Wim Smet ne soit pas intervenu. Et Bruls, rouge, vous confirmez? Vous connaissez ma position à ce niveau-là. C'est scandaleux de ne pas avoir donné rouge. Wim Smet a bien fait son boulot en appelant Monsieur Laforge. Par contre, je suis sidéré que quand vous attaquez un de vos joueurs et que vous avez soi-disant des leaders et des joueurs physiques derrière qui n'aient pas eu, je ne vais pas dire vengeance, mais... J'aime pas ça. Moi. Non, moi non plus. Mais voilà, je pensais qu'un mec comme Hout aurait fait sentir à Bruls que c'était pas correct ce qu'il a fait par rapport à Verskaren. Bruls qui a dit à l'interview, je voulais montrer à Verskaren qu'il y avait encore un adversaire sur le terrain. Ok, je l'ai fait peut-être un peu trop violemment, mais j'ai pas risqué de le blesser. Mais surtout, il a encore critiqué l'arbitre dans son interview alors qu'il s'en sortait quand même relativement bien. J'étais loin d'être un ange lors de certaines rencontres. Mais voilà, d'ailleurs je l'ai fait savoir à Guillaume Gillet après le match et je lui ai dit que voilà, ses leaders défensifs étaient beaucoup trop gentils par rapport à ce qui s'était passé avec Verskaren. Oui, Jordan nous dit il y a quand même peut-être un penalty sur Amala et le Standard a perdu, même si Jordan dit que le Standard méritait de perdre quand même. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a une faute indiscutable et ça lui vaut une carte jaune. En plus, ça lui vaut sa première carte jaune parce qu'il rouspète auprès de l'arbitre. Et effectivement, il y avait un penalty flagrant. Pour terminer sur Anderlecht, s'il va trop fort pour la Jupiler League, pour l'interrogation, nous demande-t-on. Oui, probablement, s'il continue de la sorte. Trop fort, ça veut dire peut-être un des plus forts. Quand vous avez coûté 40 millions, si vous n'avez pas certaines qualités, ce serait grave. Donc oui, mais ça demande confirmation. Et comme d'habitude. Et les 2 prochains matchs seront décisifs. Et j'espère qu'il fera la différence. Comme d'habitude, des éloges sur Anderlecht et des critiques sur le Standard sur la RTBF. Les gars, comme d'habitude, non. Mais ce sont aussi les autres supporters du Standard qui disent que tout n'est pas parfait au Standard. On va pas dire que tout est parfait au Standard quand il y a un 4 sur 12. Et Philippe a dit que c'était super à domicile aussi. Donc les gars, moi, on veut bien vous lire et vous répondre. Mais à un moment donné, il faut juste rester un tout petit peu objectif aussi. J'allais vous en parler. La semaine dernière, après la victoire 2-0 contre le Cercle, on avait dit que des éloges du côté du Standard, à juste titre. Une semaine n'est pas l'autre. Voilà, exactement. Et Anderlecht gagne 0-3 à Saint-Tron, qui était invaincu depuis 12 semaines. On va pas dire que c'était nul. Depuis le mois Ou de alors janvier. on fait mal notre métier. Exactement. Il faut rester réaliste.
Voilà, exactement. Et nous, on préfère ni l'un ni l'autre. On s'en fout un peu de qui est champion, en fait, entre nous. Mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, vous, je ne sais pas. Philippe, je ne suis pas dans votre tête. Mais nous, on est juste là pour parler de notre passion. Notre passion, c'est le foot et d'essayer de décortiquer et débriefer chaque week-end. Exact. Voilà. Et on a encore d'autres thèmes plutôt que cette petite bagarre de cours de récré. Mais qui fait partie du foot aussi, évidemment. Pas de souci avec ça. Bruges, est-ce que Bruges transfère bien? Est-ce que Bruges a encore besoin de renfort? C'était une question. Bruges, qui a été plutôt bon hein, hier. Bruges a été très bon. Non, pas besoin de transfert. En plus, Ritz va revenir bientôt de sa blessure. Franchement, au milieu de terrain, c'est costaud. Ils ont réussi à remplacer Vormer avec Nielsen. Jutgla est un très bon attaquant. Donc Bruges sera, à mon avis, de nouveau champion avec l'Antwerp comme rival principal. Bruges champion et l'Antwerp 2 et Anderlecht candidat au titre, nous demandons. Et Anderlecht et Gand dans le top 4. Il y a Genk qui vient un peu jouer des coudes là. Ils occupent déjà les 5 premières places après 4 journées. Exactement. C'est un peu inquiétant on aime bien nous les petits comme l'Union, les petits entre guillemets mais bon, l'Union est juste derrière tout à fait d'accord avec vous. Voilà, ça risque d'être difficile de les accrocher cette saison. Tout à fait d'accord avec vous, Benjamin. Et l'année dernière, Gand et Genk avaient pataugé un peu en début de saison. Ça avait permis à certaines équipes de pointer le bout du nez. Ici, les cinq grosses équipes sont déjà devant et ça va être très dur pour les autres. Exact. Et si. Mais donc voilà. Et le choix d'Oufkens pour terminer sur Bruges, vous êtes convaincu déjà ou pas encore? Bon, il faut lui laisser le temps. Voilà. C'est vrai que les résultats ne sont pas nécessairement positifs et les prestations individuelles ou collectives, hormis Mignolet et Mata qui sortent du lot depuis le début de la saison, mais ça reste un noyau absolument comment je vais dire, talentueux. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez les qualités, les résultats à un moment donné suivent et ce sera le cas encore cette saison. Genk a perdu Dessers, Loukimi et Ito et ça ne se voit pas à leur jeu. Non. Bonne réflexion. Hein. Ouais, très bonne réflexion. Ouais. Mais je pense que là, l'apport de Franken est décisif. Il a cet esprit de combattant qui transmet à ses joueurs. Et puis, il y a un futur grand qui est dans cette équipe avec Elkanos. Qui joue des prestations incroyables depuis le début de saison. C'est chouette de voir des jeunes comme ça. C'est génial. Donc voilà, chapeau à Genk et à Franken pour leur début de saison en tout cas. Bon, des petits thèmes à prévoir, mais d'abord votre top du week-end, votre flop du week-end, Philippe. Mon top du week-end, j'ai pas hésité longtemps. Je vous en ai parlé hier en avant-match, hors caméra. Teddy Thomas. Vous révélez notre vie privée là. Voilà. Teddy Thomas, l'Union qui s'accroche quand même bien. Qui s'accroche. Défensivement, c'est très costaud. Il y a Boniface qui vient d'arriver, qui a fait une bonne première, mais Thomas a survolé les débats. Après le couac européen, c'est jamais évident de relever la tête. Et il a presté brillamment. Un penalty du gauche, un tir du droit, un doublé et une victoire de l'Union. Il y a un match absolument incroyable de sa part. Voilà, pour votre flop maintenant. Je vais pas faire plaisir aux supporters du Standard, mais la défaite du Standard à Westerlo dans l'attitude alors. Dans l'attitude, voilà. Et défensivement, ça laisse à désirer quand même. Donc, Aymon est très esselé, n'a pas les ballons. Franchement, je sais pas comment Deila va s'en sortir. Ça a l'air d'être un bon entraîneur, tout le monde le dit au Standard, mais un bon entraîneur ne suffit pas quand derrière ça manque de qualité. On a l'impression que c'est un peu ça le problème, parce que les entraîneurs s'accumulent et s'enchaînent au Standard avec le même groupe et les résultats restent identiques. Oui, les entraîneurs passent et le club est beaucoup plus important que cela, mais défensivement, franchement, samedi c'était limite. Chapeau aux supporters qui étaient présents, qui ont applaudi les joueurs à la fin du match. C'était pas nécessairement le cas la saison dernière, donc à ce niveau-là, il y a quand même du positif. Tapsoba, alternative intéressante à Aymon. Bonne rentrée au jeu, mais je le préfère en remplaçant qu'en titulaire. Ok, bon voilà pour le top et le flop de Philippe. Le petit thème un peu par-ci par-là, au-delà de notre foot. Messi, qui n'était pas dans la liste des Ballons d'Or, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, dans le top 30 du Ballon d'Or. Est-ce que ça vous intéresse déjà en fait finalement? Ça m'intéresse parce que voilà, moi j'étais fan de Van Basten, de Platini quand j'étais gamin.
Donc le Ballon d'Or, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai eu la chance d'avoir quelques points en 94. Donc voilà, non, je reste très attentif à cela. Quand vous l'avez gagné autant de fois. Lui s'en fiche plus que nous, peut-être, en fait, non? Probablement, mais c'est vrai que voilà, sa dernière saison n'était pas bonne. Au PSG, je m'attendais à ce que Messi inscrive une vingtaine, une trentaine de buts. Le championnat de France est quand même moins fort que l'espagnol. Et quand on voit ce qu'il a fait au cours des 15, 16, 17 dernières années, voilà, c'est logique qu'il ne soit pas présent. De Bruyne et Courtois là, peuvent être dans le top 3 pour vous? Au-delà de... Si on enlève notre chauvinisme. Ouais, les gardiens, c'est toujours très difficile, mais Thibaut, pourquoi pas. Kevin sera dans le top 10, ça, j'en doute pas. Et Mbappé qui dit, moi je me mets dans le top 3 derrière Benzema et avec Mané. Il a raison concernant Benzema. Benzema sera Ballon d'Or. Et concernant lui-même? Dans le top 5. Vous avez vu que ça commence à se frictionner déjà. La bataille d'ego a commencé au PSG, alors que tout semble bien aller. Il trouve toujours le moyen de rendre les choses plus difficiles. Mbappé veut plus de pouvoir. Neymar veut plus d'influence. Ouais, mais j'aime bien la mentalité d'Mbappé. Imbuvable et prétentieux, nous dit Serge. Pour certains, peut-être, oui. Mais moi, j'aime bien un jeune qui prend ses responsabilités, qui n'hésite pas à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ok. Donc, il en faut des comme ça pour faire avancer l'équipe. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Bon, voilà, on dit melon d'or Mbappé, mais c'est vrai qu'il est très clivant. Mais Benzema sera Ballon d'Or, ne vous inquiétez pas. D'accord. Justement, en parlant de Benzema, vous avez vu le match du Real hier? Peut-être pas, mais Benzema n'a pas été flamboyant, mais il y a eu un petit Belge, numéro 7, Raji Ramazzani. Largi Ramazzani, j'y arriverai. À Almeria, qui a fait une première mi-temps incroyable. On le connaissait un petit peu, on l'a découvert dans la tribune l'année passée. Rappelez-vous, avec le prix Michel Lecomte. Ouais. Et puis, le Real a inversé le cours des choses après l'entrée d'Eden Hazard, qui n'a pas tout fait sur les buts, mais qui était quand même un peu présent. Et donc, ça commence à être un peu plus positif. On ne dit pas que c'est gagné. C'est une bonne chose, même s'il n'a pas été décisif. Voilà, son entrée a permis au Real de l'emporter. Donc, c'est positif, mais il reste énormément de travail. Autant j'étais admiratif d'Eden jusqu'il y a 3 ans. Depuis 3 ans, c'est la galère pour lui et c'est dommage parce qu'il ne le mérite pas. Il reste quoi comme travail alors? Passer devant ses concurrents directs et être titulaire, avoir du temps de jeu, du rythme. Pour vous, il doit avoir cette ambition-là, être titulaire et pas seulement être le premier des remplaçants. Ah non. Moi, je connais pas personnellement Eden, mais quand vous êtes footballeur professionnel, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être sur le terrain chaque semaine. Ok, voilà, ça va un peu mieux, on le sent plus fit, déjà mieux en condition. Un petit coup de rein qui est retrouvé, pas encore peut-être celui d'il y a 3-4 ans, mais je pense que sa dernière opération lui a fait du bien au niveau physique évidemment, mais surtout au niveau psychologique. Parce que quand vous avez ça en tête, vous devez jouer avec ça en tête, c'est pas évident et Eden a besoin d'être libre dans sa tête en fait pour prester au maximum. Ouais. Et il ne l'était peut-être pas les 3 dernières années. Est-ce qu'il doit rester ou doit partir? C'est l'éternelle question. Moi, je ne bouge pas de ma position. Je l'ai dit lors de la tribune à maintes reprises la saison dernière. Pour moi, il doit partir et avoir du temps de jeu. Où? Sinon, ça sera difficile. Non, mais où ça? Ah, pardon. Peu importe. Je pense qu'il doit se libérer de cette frustration qu'il a depuis 3 ans. Et pour l'équipe nationale, à 3 mois de la Coupe du Monde, ce serait génial pour nous, quoi. Mais lui, s'il préfère être là. Je sais bien. Je respecte son choix s'il reste là avec sa famille, ses enfants à Madrid. Je respecte parfaitement son choix. Mais en tant que supporter de l'équipe nationale. Thierry dit peut venir en prêt à Anderlecht. Mais pourquoi pas? Il va falloir le payer. Oui. Mais au moins, il aura du temps de jeu, il sera titulaire et ce sera bénéfique pour la Coupe du Monde dans 3 mois. Si Eden ne joue pas pendant 3 mois,
il sera d'aucune utilité au niveau de notre équipe nationale et ce serait grave à ce niveau-là. Certains disent oui, il reste pour l'argent au Real. C'est pas tout à fait vrai. Non. Je peux me permettre parce que j'ai une discussion avec lui. Par exemple, Newcastle, vous connaissez bien s'est renseigné et il aurait mieux gagné sa vie à Newcastle, mais il dit ouais, c'est pas le type de projet qui m'intéressait en tout cas à l'époque. Peut-être qu'il a changé d'avis, mais voilà, c'est pas. Je pense pas que ce soit un homme d'argent, Eden Hazard. Non, je vous rejoins à ce niveau-là et Eden a tout à fait raison de snobber Newcastle. Financièrement, Eden n'a plus besoin d'argent au niveau financier. Ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants seront tranquilles, croyez-moi. Mais il reste le projet sportif et ça, c'est quand même le plus important à mes yeux. On arrive sur la poignée de main Conte Tuchel, hein, ne vous inquiétez pas. Mais petite question sur un autre Diable Rouge, Youri à Arsenal, est-ce que ce sera un bon choix? Youri Tielemans, dont le nom a été scandé par les supporters d'Arsenal pendant le match contre Leicester, où lui ont dit à la semaine prochaine Youri. C'est bien parfois, hein, les supporters ont de l'humour aussi. Ouais, aussi, mais voilà, c'est délicat parce qu'à 3 mois de la Coupe du Monde, s'il arrive à Arsenal et qu'il n'est pas titulaire, que faire? Alors que c'est un prétendant à une place de titulaire, quoi, au niveau de l'équipe nationale. Exact, voilà, ce sont tous les choix. Et vous avez vu au milieu de terrain parfois, il vaut mieux rester où on est et être titulaire, jouer toutes les semaines et être à la Coupe du Monde que l'inverse. Mangala, milieu de terrain, titulaire à Nottingham. Lavia, milieu de terrain, titulaire à Southampton. Et Onana est rentré avec Everton alors qu'il venait d'arriver. Il risque d'être titulaire aussi dans les semaines à venir à Everton. Ça commence à être costaud, là, hein, les choix. Ouais, mais bon, il y a De Bruyne, il y a Hazard, il y a Witsel, il y a Tielemans. Faut pas oublier de Donker non plus. Ouais. Mais bon, ça va un peu pousser les vieux, là. Évidemment, il y a des jeunes qui montent. La concurrence est plus sévère. Et c'est tant mieux parce que ça va donner des ailes à nos titulaires, quoi. Ouais, Witsel, justement, on en parle aussi dans vos questions. Peut-être défenseur central à l'Atlético Madrid. C'est une bonne idée, une solution éventuelle pour Martinez qui a déjà répondu à cette question. C'est plutôt non pour lui. Ouais, je le rejoins à ce niveau-là. Axel est indispensable en milieu de terrain. Il est irremplaçable en fait. Même si Vertonghen n'est pas titulaire, Boyata a des problèmes, De Neuer n'a pas de club, donc il pourrait dépanner. Hein, il pourrait dépanner au niveau du poste de défenseur central, mais il est trop important au milieu de terrain. Son intelligence de jeu, elle est phénoménale et sa présence permet à De Bruyne, Hazard, Lukaku de se concentrer uniquement sur leur rôle offensif, pardon. Donc pour moi, Axel doit jouer en milieu de terrain. Ok, ben voilà, comme ça vous avez répondu très clairement. Je pense que l'Atlético joue ce lundi soir son premier match de championnat. On va terminer avec l'image du week-end. C'était ce combat de boxe quasiment entre deux entraîneurs le long de la touche. Tuchel contre Conte, Chelsea contre Tottenham dans le derby londonien. Ça a été chaud du début à la fin. Vous en pensez quoi? Vous avez vu ces images? C'est rare quand même. Il n'y a pas eu de vainqueur. Oui, dans tous les sens du terme. Donc voilà, voilà, c'est l'actualité. Avant, les entraîneurs se contentaient d'être assis sur le banc et de se lever à l'une ou l'autre reprise. Maintenant, c'est un peu un show entre eux. Et vous n'aimez pas? Non, parce que c'est pas que j'aime pas, mais ça sert pas à grand chose en fait. Parce que quand vous êtes joueur, vous avez un entraîneur qui bouge le long de la ligne et vous l'entendez pas en fait. Il y a tellement, vous êtes dans votre bulle, il y a l'ambiance, les supporters, vos partenaires qui vous donnent des consignes, les adversaires qui crient dans tous les sens aussi. Donc finalement, un spectacle. Voilà, c'est un spectacle. Ben, c'est un show en fait. Hein van Azebroek m'avait dit ça il y a quelques années quand il est consultant à la tribune. Il disait qu'en fait, il savait très bien que les joueurs n'entendaient quasiment rien de ce que lui disait. C'est interpellant comme constat. Donc c'est quoi? C'est pour les caméras alors ou c'est pour quand même montrer un langage du corps positif aux joueurs du coin de l'œil? Pour montrer qu'il y a une image en fait où on est présent mais peut-être que voilà, les joueurs qui sont proches du coach entendent certainement les consignes. Si vous êtes de l'autre côté, croyez-moi,
c'est impossible d'entendre ce que votre entraîneur raconte. Ouais, puis je me faisais la réflexion, alors on n'est pas obligé de la partager, mais Tuchel et Conte, après ils vont demander à leurs joueurs de garder leur sang-froid par rapport à un adversaire, par rapport à une éventuelle carte, alors que eux-mêmes n'ont pas réussi à le faire. Ouais, et puis bon, il y a déjà eu des problèmes auparavant entre Wenger et Mourinho. Mhm. Puis bon, ils jouent le rôle en fait pour avoir le public avec eux aussi. Ouais, c'est autre chose alors. Voilà, Ouais. exactement. C'est plus un show qu'autre chose. Donc voilà, est-ce que ça vous choque ou est-ce que finalement, voilà, Non, il faut prendre ça comme un me peu choque le pas. spectacle Non, et ça me choque pas. Il faut vivre avec son temps et c'est comme ça à l'heure actuelle. il faut vivre avec son temps même en slash. Ce sera une des conclusions. On va quand même pas terminer sans parler de l'AC Milan où 3 Belges sont rentrés, donc ils sont pas pour l'instant titulaires, même si ça pourrait venir. Ils viennent d'arriver, Origi et De Ketelaere. Salemaker, on sait depuis la fin de la saison dernière que c'est pas forcément le premier choix à sa place, mais quand même chez le champion d'Italie, il y a 3 Belges qui revendiquent une place dans le 11. Bah c'est positif. Voilà, l'AC reste un club mythique. De Ketelaere, je me fais aucun souci, il sera titulaire. Ouais, ça me demande, est-ce qu'il va plus ou moins- exploser à Milan? Plus ou moins rapidement. Ouais, je pense qu'il a les qualités pour le faire. Il est bien entouré au niveau familial, au niveau de ses proches, donc ça c'est très très important. Salemaker, on sait qu'il est sur le départ, et Origi, ben voilà, souvent sur le banc à Liverpool, il a gagné beaucoup de trophées, mais en jouant peu. Donc je reste perplexe à ce niveau-là. Pour De Ketelaere, je ne me fais aucun souci. Donc vous voyez plutôt De Ketelaere à la Coupe du Monde, Origi? Non, Non? Non. Salemakers? non plus. Voilà, ça c'est du Philippe. Oui, non, non, on va pas avoir de peut-être. Lionel nous fait ça comme emoji. Vous voyez l'emoji comme ça pour Je vos savais pas que slash. Messi nous écoutait. Pour vos slash. Ouais, bah ouais, Lionel, évidemment, Lionel. Donc voilà, il va franchir un palier, nous dit-on, sur De Ketelaere. C'est vrai que on a besoin de ces jeunes qui poussent. Lavia aussi, on en a parlé, pour pousser. Alors je suis pas certain que ça changera quelque chose pour Martinez à cette Coupe du Monde. Si on sait que Martinez aime garder sa logique de groupe. Ouais. Ouais. Mais pour plus tard, ce qui se passe, c'est quand même positif. Et plus C'est- tard, c'est dès mars 2023 les qualifications pour l'Euro. Ouais, ça va arriver rapidement et c'est un bonus pour tout le monde parce que, comme je l'ai dit, ça donne de la concurrence aux anciens qui vont devoir retrousser leur manche et évoluer à un bon niveau et continuer à évoluer à un très bon niveau. Et ça, c'est le plus important pour tout le monde. Voilà, et c'est Olivier qui nous dit bref, bof, montrer des gestes violents, Tuchel, Conte, c'est ça être actuel. Je préfère être démodé alors. Vous n'avez pas dit que vous aimez. Ah Vous non. avez dit que voilà, ça vous choquait pas, mais que vous n'aimiez pas. Voilà, c'est ça que vous exactement. avez dit. Ouais, exactement. Voilà, c'était la nuance de vos mots pour revenir exactement sur ce que vous avez dit. Amadou Onana, un futur crack. Je termine avec quelques questions en vrac. Amadou Onana, il vous laisse quoi comme impression? Bah, il me laisse une bonne impression, mais voilà. Du côté d'Everton, c'est pas évident depuis plusieurs années. Mauvais début de championnat. J'ai été étonné de son choix, franchement. Oui. Et Everton reste une équipe où le défi physique est quand même très important et d'actualité. Ce qui n'est pas le cas du côté de Liverpool, alors que les clubs sont distants de 500 mètres. Ouais. À Liverpool, Mais bon, lui, il a le on prêche physique le pour- jeu, non le jeu technique. Onana, il a pas le. Ouais, mais voilà, quand vous avez les ballons qui vous passent au-dessus de la tête en tant que milieu de terrain, c'est jamais facile. Voilà, même il a eu une paire de balles sur un but et il a aussi amené le but d'Everton en quelques minutes. Par rapport aux défenseurs belges, on sait que vous l'avez dit, Denayer n'a pas de club, Boyata non plus, Vertonghen est sur le banc, Delcroix, vous y croyez? On nous parle aussi de De Bast. Delcroix, Déjà maintenant? Delcroix en tant que gaucher, c'est une bonne possibilité. De Bast, pourquoi pas, voilà. Alderweireld est revenu en Belgique et est en tête du championnat. Évolue à un bon niveau. Mais à partir si Boyata et Denayer ne jouent pas, il y a des places à prendre, donc pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? Voilà, on verra dans les semaines à venir. On aura bientôt sur le site internet, au-delà de vos débriefs, philippe-rtbsport.be/sport, on va essayer de se mettre dans la tête de Martinez pour les mois à venir et voir quelle sélection, quels 26 joueurs il va prendre dans sa liste pour la Coupe du Monde, qui se rapproche quand même le 20 novembre. On le rappelle, coup d'envoi de la Coupe du Monde. C'est demain, Philippe. C'est pratiquement demain et il va y avoir des déçus et c'est terrible à ce niveau-là. Merci. Un plaisir. Voilà, je vous laisse repartir en vacances, Philippe, repartir à la plage.
Et merci à vous. Vous avez été très actifs comme tous les lundis, malgré le fait qu'on soit un 15 août. Merci d'avoir participé à ce Facebook Live. Merci à Christian pour la technique et l'illustration de ce Facebook Live. On se retrouve lundi prochain. Vous serez là plaisir, lundi, bien Philippe? sûr. Ok, c'est booké. Lundi prochain, même heure, même endroit. Salut tout le monde. Ciao.